Cet épisode, c'est la deuxième fois qu'on le fait, Jordan. Oui, tout à fait. Mais comme j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens plus du tout des questions. Il est arrivé en me disant bonjour monsieur. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé de perdre un pote noir dans un festival de rue, peu importe, et je dois essayer de le retrouver, mais je veux pas utiliser l'information qu'il est noir. Donc j'essaie de jouer à tabou, quoi. Tu vois, tu essaies d'utiliser plein de mots connectés. Et donc ce podcast, Lyonnais marrant, c'est toi qui as eu l'idée? Même ça, Attends, j'avais j'aurais pas dû oublié. le dire. Voilà. C'est encore plus gênant parce que non seulement j'ai eu l'idée, donc je m'inclus dans les Lyonnais. Enfin, c'est terrible ce que tu me dis. Mais... Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Lyonnais marrant, le podcast des gens de Lyon qui méritent votre attention. On est toujours à l'espace Gerson, à Saint-Paul, le café-théâtre. Merci à eux de nous accueillir pour cet épisode. Pour les petits nouveaux, je rappelle que Lyonnais marrant est un podcast à écouter, à retrouver sur toutes vos plateformes audio habituelles et aussi à regarder. Venez nous voir sur la chaîne YouTube de Lyonnais marrant. Venez nous voir, venez vous abonner, commenter, liker. Vous connaissez un petit peu la chanson. On a aussi un compte Instagram sur lequel je poste des extraits d'épisodes, comme ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance, de l'atmosphère de ce podcast. Un podcast où je reçois donc un mercredi sur deux une personnalité lyonnaise marrante, des gens qui viennent de tous les horizons. Et pour cet épisode, mon invité, c'est Jornal. Salut Jornal. Salut Axel. Tu vas bien? Vas-y, je t'encourage à te rapprocher un tout petit peu me du rapprocher, micro. voilà, oui. Eh oui, il est trop naturel, Jornal, c'est comme ça. Il est marrant, mais pas encore adapté à la technologie. Ouais. Bon, si vous vous intéressez un petit peu au stand-up lyonnais, vous connaissez forcément Jornal, à défaut de l'avoir vu sur scène, vous avez dû peut-être passer voir des extraits de lui sur les réseaux. On va parler de plein de trucs avec toi, Jornal, dans cet épisode. Mais avant de se lancer dans les premières questions, il faut quand même que je sois honnête avec toi, avec vous. Cet épisode, c'est la deuxième fois qu'on le fait, Jornal. Oui, tout à fait. Non pas que c'était pas bien la première fois. Merci. Tu voulais pas commencer avec moi, je pense. Tu dis, Ouais, j'avais peur. Je me suis dit, il va déraper et tout, ça va être chaud. Je vais pas tant déraper tant que ça, mais je suis préparé pour la pas du deuxième. tout. Non, la petite histoire, c'est qu'on a enregistré ça il y a quelques mois. Et il fallait se roder, comme tout bon podcasteur qui débute. Et c'est de ma faute, il y a des petits soucis de cadrage, de lumière, etc. Mais bon, Jornal a eu la gentillesse de se rendre dispo pour... Mais comme j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens plus du tout des questions. Premier degré, donc on va voir. Il est arrivé en me disant bonjour monsieur. C'est vrai. C'est vrai. Il savait plus qui C'est quoi ce j'étais. projet déjà? C'est vous le Popcast. Ok. Bon, comment tu vas? Comment se passe cette rentrée pour toi, Jornal? Sachant que là, on est à peu près au mi-novembre, en plein pendant l'automne. Magnifique. Non, j'ai toujours mon spectacle, au complexe, une fois par mois. D'ailleurs, il faut se vanter quand tu fais un complet dans le milieu, donc j'ai fait un complet. J'ai fait complet, voilà. Allez, bravo. J'ai fait un complet, voilà. Waouh. Et si c'est un mercredi, c'est encore plus fort. Un lundi 20h30. lundi complet. Performance. Double applause. Voilà, avec 5 invites. Je vais tricher. 5 Non, mais ça fait bizarre quand même de faire un complet une fois. Alors, ça se reproduira peut-être pas, mais il y a un petit côté magique. 85 personnes qui viennent que pour toi. Il y a un petit côté privilégié, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Salle du haut, toujours? Non, celle du bas cette fois, Okay. et puis du coup après il y a une sorte d'addiction. Je veux refaire un complet. Tu vois, je suis pris dans un engrenage. Maintenant que j'ai goûté. Mais oui, c'est vraiment très différent, quoi. Forcément. Le début d'un signal de quelque chose, ou juste des gens qui sont venus au hasard. C'est toujours avec le spectacle Premier Round, du coup. Moi, j'avais eu la chance de te voir en avril dernier. C'était aussi au complexe, d'ailleurs. Et je me souviens qu'au moment de notre épisode test, alors c'est cool, je vais pouvoir te ressortir plein de trucs, tu t'en souviens pas apparemment. Non. Mais tu m'avais dit à ce moment-là Faut que j'aille consulter. que t'étais pas forcément en phase avec le titre et le visuel de ton spectacle. Là, alors tu m'arrêtes si je me gourre du coup, mais j'ai vu premier round. Stop. Je crois. Deuxième round. Oui, il paraît que Jamil Le Schlag a pris ce titre et tout. Oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens, je pense que les gens s'en branlent des titres et des visuels de spectacle. Je pense que ça fait que c'est un truc de l'artiste qu'il a que dans sa tête par rapport à sa propre ligne. Je pense que les gens lisent plus. Ça a l'air d'être une prise de tête en plus. Oui. Trouver le bon titre, la bonne pause et tout. Je pense que c'est plus un problème pour l'artiste que pour les gens. Les gens viennent, ils viennent s'ils t'ont vu sur scène ou sur les réseaux. Puis je pense qu'ils regardent même pas forcément pour la plupart le pitch et tout. Des fois, tu fais des soirées thématiques. Je sais pas, les comédie clubs font des soirées humour noir ou humour trash. Et puis tu te retrouves avec la moitié des gens dans la salle qui vont ah bon c'est humour noir ce soir. Puis après tu dois faire tes blagues d'humour noir devant des gens qui pensaient que c'était de l'humour classique. Ouais. Donc je suis tout seul à me poser des questions là-dessus, mais je pense
changer le titre et tout pour quelque chose qui a plus rapport à ce que je fais aujourd'hui, parce que pour moi, je vais lancer un troisième spectacle de stand-up qui sera pour moi le vrai premier spectacle de stand-up. Allez, ok. Et qui tournera, je pense, autour du thème de la laideur, les choses honteuses qu'on a en nous, nos pensées, machin, tout ce qu'on n'assume pas, et plutôt que d'être seul dans sa tête, à avoir peur d'avoir ses pensées, je veux offrir la possibilité d'être un safe place pour les gens, pour qu'ils soient ignobles et de manière safe entre nous, et qu'on montre tout ce qu'on a de laid, sans en être fier, hein, mais faut que ça sorte, quoi. Non, mais, Enfin, faut mais que de ça l'assumer quelque part. Ouais. Quoi. Ouais. Mais je me souviens, tu avais parlé de ça déjà il y a quelques mois. C'était un peu ton fil conducteur. En Bah, je suis gros. toujours laid, hein, c'est pas possible. J'ai pas changé. Voilà, bonjour. Non, mais en gros, de trouver, enfin, de décortiquer, de détricoter plein de trucs à l'intérieur de nous qui font que pourquoi je me comporte comme ça, d'où ça vient, etc. Mes angoisses en particulier, et d'arriver des fois à des résultats jolis et des fois à des résultats laids, et peu importe le résultat, tant que tu sens qu'il y a un filon un peu comique. Oui, t'y vas, quoi. oui. Et ça, du coup, t'es en train d'arriver au point où tu vas faire ce spectacle entier, du coup, Oui. en partant de là. Quoi. C'est des grands pôles se sont construits Trop cool. sur mes problèmes d'empathie, de fait de savoir est-ce que des fois j'ai beaucoup d'empathie, des fois j'en ai pas, est-ce que ça fait de moi un beau ou un mauvais être humain, sur je sais pas là, le fait de faire des choses aujourd'hui que je suis pas sûr que mon père serait fier de moi, ou vous serez d'accord sur ma ligne de conduite, sur le fait de changer de pensée, de plus penser comme ses parents, de devoir trouver ses pensées à soi, enfin bref, ou sur des réflexes. De penser même parfois sur des réflexes virilistes ou d'autres choses. Il y a plein de sujets, quoi, sur le fait de pisser assis, par exemple. Pisser assis aujourd'hui, de se sentir bizarre de pisser assis par rapport à une éducation viriliste, machin. T'as passé le cap? J'ai passé le cap, j'ai été domestiqué. Ouais. Domestiqué. Un peu un éboueur, voilà, un éboueur de la pensée. Oh, c'est joliment dit. Oui. C'est joliment dit. Oui. Ça veut dire que là, si je retourne te voir dans quelques jours, Faut que tu payes. complet, déjà, Ouais. faut que je. Putain, merde. Je rigole. Ah, j'ai foiré. Oui, mon si truc. tu retournes, tu vas venir. Moi, je fais ça pour les invités. Non, mais ça aura vraiment beaucoup changé depuis avril? Oh, ouais, Ouais. je pense, oui. J'essaye, je pense. J'ai des nouveaux trucs, après je vais le fixer. Donc je pense que moi j'aimerais bien un rythme de 2 ans. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais Ouais, la bonne durée, quoi. ouais, c'est difficile. Puis des fois tu as une durée commerciale et puis des fois tu as une durée artistique. C'est-à-dire, toi, ton temps de création, bah, admettons que tous les 2 ans tu chies un nouveau spectacle d'1 heure, mais des fois tu es impliqué dans des tournées qui durent, bah, c'est pas mon cas, hein, j'en suis pas là, mais qui durent 3-4 ans, et du coup ton rythme commercial il colle pas forcément avec ton rythme créatif. Ouais. Donc ça, c'est des problèmes. De riches, hein, je pense, après, quand tu as ces problèmes de là. Moi, j'en suis pas là. J'en suis Oui. à venir attirer des gens pour voir le premier produit, quoi. Dépêchez-vous, je vais te tourner un autre spectacle. Bah, c'est des bonnes nouvelles, que tout ça. Enfin, je suis content. Je suis content. Ça fait plaisir et ça me donne envie de retourner te voir. Du coup, je vais faire ça bientôt, ça à coup sûr. Et ça veut dire que là, ce que tu fais en ce moment là, pendant cet automne au complexe ou ailleurs, d'ailleurs, on est dans un espèce d'hybride en fait entre la fin entre guillemets de premier round et ce qu'il va y avoir en 2026 pour ton, comme tu disais, premier vrai spectacle de stand-up. Non, là, c'est déjà prêt pour le troisième spectacle. Ah. C'était bien, ça ressemble déjà, c'est déjà le troisième spectacle. Voilà. Ok, trop cool. Je pense que j'ai trouvé, enfin, ça fait 6 ans que je fais ce métier. C'est long, en général, je suis toujours pas au niveau de ce que je voudrais être, mais je pense avoir fabriqué des premiers thèmes, une forme de cohérence, des trucs qui me donnent pas trop envie de vomir et que je me vois défendre un petit moment, et j'en suis à cette première étape artistique, quoi. Ça veut dire qu'il y a des thèmes que tu abordes plus. Tu t'es dit non, là c'est bon, c'est éculé, j'ai fait le tour, ou ça me parle plus. Je trouve ça plus marrant. Ouais. Ou alors il faut les retransformer et tout. Bah, souvent le piège de l'humour, c'est que parfois les gens rient, et même à des choses mauvaises ou pas originales et tout. Ouais. Et du coup, faire le tri, c'est un peu comme les sirènes, quoi. Des fois, tu peux garder des trucs parce que ça marche, et avoir la lucidité de comprendre que tu te fais encourager dans la mauvaise direction. Et alors, des fois, le public vient t'encourager dans la bonne, donc c'est très confus. Ah, tout mais ça. là j'ai envie d'un exemple du coup. Ça veut dire que tu as une bonne ou deux bonnes vannes, enfin bonnes vannes, du coup des vannes qui marchent à coup sûr quasiment sur le public, mais que par éthique, on va dire artistique, tu as décidé de virer du spectacle? Ouais, bah, par exemple, je te donne un exemple. Quand j'ai commencé l'humour il y a 6 ans, ouais, bah, on va dire que je faisais une blague d'entrée, un opener, comme on dit. Ouais. C'était sur le fait que j'avais vu un SDF dehors en train d'essayer de résoudre un Rubik's Cube, et puis je dis bon, bah, tu veux pas d'abord essayer de résoudre tes problèmes plutôt que ton Rubik's Cube et tout. C'était une blague qui
qui marchait fort parce que c'est de l'humour noir, machin, les gens rigolaient énormément. Mais au bout d'un moment, je dis, bah ouais, mais c'est juste de l'humour noir qu'en fait je me moque juste d'un SDF, c'est une contradiction. Tandis que moi, maintenant, bah, mon vrai sujet, ce serait plutôt, c'est quoi mon rapport à la pauvreté dans la rue? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça génère chez moi? Ou le fait, des fois, je suis beaucoup en Suisse, donc je pars en Suisse, et en Suisse, tu vois pas beaucoup de pauvreté. Donc en fait, tu oublies que la pauvreté existe. Et quand tu reviens en France, tu dis, putain, ça existe. Et ton corps et ton esprit doivent se reformater à un truc dont tu avais oublié l'existence. Ce serait plutôt comme ça que j'attaquerais le sujet aujourd'hui, tu vois. Ok. Par exemple. Et du coup, ça fait Ça directement appel à. Ah non, mais ça fait appel à ton niveau d'empathie. Genre, coucou, Jarnal, t'en es où, quoi? En gros, niveau empathie, est-ce qu'il y a encore du chemin? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que ça t'affecte pas assez? Trop, machin et tout. Mais c'est une base. C'est pas mon boulot, mais en tout cas, ça a l'air plutôt une bonne base pour sortir des trucs marrants. Oui, voilà. Donc, ça évolue comme ça, quoi. Ok, trop bien, trop bien. Et alors, est-ce que t'as je sais pas, peut-être trop tôt pour le dire, mais un titre en gestation, on sait que ça c'est plutôt. Il n'y a pas de honte, ou je sais pas, ou Okay. quelque chose comme ça. En rapport avec On va faire un sondage avec tes gens qui écoutent. Dites-nous dans les commentaires. Parce qu'il y aura combien de répondants? Oh, il est dur. Oh, il est dur. Non, mais on a hâte de voir ça. En tout cas, et t'as des dates aussi, hormis le complexe. Alors, je te le dis, là, cet épisode sera diffusé, on sera le 19 novembre. Oh, Pour être transparent. Ok. Ah ouais, on prend de l'avance. Alors, les dates, elles sont retrouvées évidemment sur ton compte Instagram. Tu communiques sur ce canal-là. Hormis le complexe, du coup, Ouais, Comédie des Alpes. Là, je sors de la basse-cour à Grenoble. Voilà, une petite tournée pour l'instant régionale. Voilà, j'essaye de rayonner dans la région déjà, et de me servir de ça pour me fédérer. Déjà, on va essayer de fédérer un premier public régional. Puis quand on aura fini ça, on passera à une autre région petit à petit. Alors, je sais pas si je descendrai dans le sud ou si je remonterai. Franchement, je joue à Marseille de temps en temps. J'ai l'impression que pour remonter à Paris, il va falloir d'abord que je fasse mes preuves à Marseille, puis qu'on parle de moi pour que je remonte en TGV. Enfin, oui. Après, il y a Nantes, c'est la prochaine étape. Parce qu'avant, j'étais à Paris. C'est pour ça que les gens peuvent pas forcément savoir. Oui, c'est vrai. Un Parisien pas marrant avant d'essayer de devenir un Lyonnais marrant. Voilà. Bien vu. Mais tu me fais une transition toute trouvée sur ton parcours. Je vais le résumer. Hein. Tu me l'as appris au premier épisode, mais tu t'en souviens pas. Redis-moi mon parcours. Alors, bonjour monsieur. Non, tu étais ingénieur agronome avant de commencer l'humour à plein temps en 2019 sur Paris. Tu as rapidement eu un premier spectacle, Entre les gouttes, mis en scène par François Rollin quand même. Ouais. Tu as senti que ça commençait un peu à bloquer sur Paris. T'es arrivé sur Lyon fin 2023, début 2024, je sais plus. Oui. Ouais. Et donc le deuxième spectacle a accouché, premier round. Alors bloqué sur Paris, je suis obligé de préciser parce que c'est vrai que je fais la blague moi-même de dire que j'ai quitté Paris et tout pour Lyon. Et du coup les gens interprètent souvent ça, ou moi je pense que les gens interprètent ça comme c'est un loser, machin. Et ce qu'il faut comprendre de Paris, c'est que pour l'humour, moi je trouve que il y a beaucoup de pression dans les comédie clubs parisiens. Que c'est un culte un peu de l'efficacité absolue, qu'on est beaucoup jaugé, donc on se crispe. J'ai l'impression que selon le tempérament, c'est plus dur d'explorer une liberté artistique ou de se mettre en danger. En tout cas, moi, je trouve, avec mon tempérament, que c'est plus difficile. Et du coup, à Lyon, je pense que je me permets depuis 1 an ou 2 ans plus de choses que ce que je pourrais faire à Paris, en tout cas. Je me sens plus libre artistiquement de prendre quelques risques. Quand je dis des risques, c'est des risques tu vois, d'essayer t'explores. D'explorer, quoi, oui. Pas des risques militants, mais oui, voilà. Donc, ouais, ça, tu l'as ressenti tout de suite quand t'es arrivé à Lyon, cette espèce de temps qu'on laisse aux stand-uppers et aux stand-uppeuses pour plus faire mûrir, maturer leur style. Je vais pas donner des compliments au milieu lyonnais. Je pense pas que ce soit dû à l'organisation du milieu lyonnais. Je pense que c'est dû au tempérament qu'a chacun et de moi psychologiquement me sentir mieux et tout, et de me sentir moins observé, ce qui est juste dans ma tête, quoi. Parce qu'en fait, je suis sûr que si des gens ont beaucoup de personnalité à Paris, ou qu'ils ont des abonnés, ou qu'ils ont ce tempérament-là, je suis sûr qu'ils peuvent essayer sans en avoir rien à foutre, bider, voilà. Mais ça a quand même des conséquences, en règle générale. Et de manière générale, dans l'humour, il y a ce truc de, que ce soit programmateur ou spectateur, en fait, on valide des choses, mais on sait pas si c'est vraiment original ou pas. Dans ce qui compte, c'est un peu juste de marché, j'ai l'impression. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des programmateurs, ils mesurent le niveau de rire. Et en fait, ce sera les premiers à être remplacés par l'intelligence artificielle, quoi. On peut les remplacer par des mesureurs de décibels, quoi. Ça rit ou ça rit pas? Ça rit, on le garde, ça rit pas. 84, désolé, tu reviens pas la semaine prochaine. C'est
La blague de Fabrice Eboué dans le Regarde, j'ai piqué une blague. Inside. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu le même esprit. Genre, je sais pas si t'as vu ce truc il y a longtemps, le Inside Ouais, Jamais c'était Comedy drôle, Club, ça, là. ouais. C'était drôle. Et justement, lui, il faisait le mec qui chapeautait tout le monde. C'était un odieux connard, son personnage dans cette série-là. Et puis, il faisait le débrief. Alors, Amel, toi, t'as eu 8 rires. C'est très bien. Oui, voilà. Oui, Thomas, t'as eu 12 rires. Bon, attention. Oui, je vois ce que tu veux dire, forcément. Un truc que tu m'as dit dans l'épisode test aussi, sur lequel je suis pas revenu, qui n'a rien à voir avec l'humour du coup. Ah. Mais tu me dis si t'as envie d'en parler ou pas. T'es prof de grappling. Oui. C'est toujours le cas? Oui. C'est quoi le grappling? Pour la plupart des gens, le grappling, c'est sexuel. Je dirais quand les gens regardent ce qu'ils imaginent. Non, mais c'est on roule par Pour terre. moi, j'aurais dit ça de l'escalade plutôt, mais je sais pas parce qu'il y a la notion de grappe. Mais alors, je Oui, suis pas oui. du tout, je pense. Mais En vas-y. gros, c'est des gens qui sont debout, ils se projettent au sol et puis ils essayent de s'étrangler et puis ils essayent de se soumettre, de se dominer. Ah, sympa. Donc c'est vrai que le champ lexical pour les gens en règle générale va leur rappeler le BDSM. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est souvent plutôt les autres personnes qui sexualisent ce que nous on fait, parce que nous quand on est au sol, Oui, genre la lutte quoi. Oui, Et- il n'y a pas d'aspect sexuel, on pense surtout à gagner ou à pas perdre. Donc on est plutôt occupé qu'à ça, qu'à imaginer je sais pas quoi, autre chose. Mais donc c'est un truc qui me bat. Je fais du sport de combat depuis tout petit, depuis 5-6 ans. Et ça m'habite, quoi, c'est là. Et puis là, j'aime bien enseigner ces trucs-là. Je me sens heureux d'apprendre ces trucs. Le sport de combat est important dans ma vie. Des fois, je me dis que ça devient tellement, tu sais, comme un truc qui est trop ancré en toi et que tu as peur de l'abandonner parce que tu te dis ça fait partie de ta personnalité Ah, totalement. Je tu vois. vois de quoi tu parles. Ouais. Des fois, je me dis que moi, j'aimerais faire autre chose. Je sais pas toi ce que tu fais comme discipline, mais Ah, moi, pour le coup, c'était la musique que j'ai fait pendant très très longtemps, quasiment 15 ans, et depuis quelques années, c'est un peu de côté, et il y a des fois, ça me fait chier. Genre, putain, ça me manque, quoi. Mhm. Littéralement, ça manque en moi. Donc, oui, je vois un peu de quoi tu parles. Moi, j'aimerais arrêter les sports de combat des fois parce Ouais. que ça m'entretient dans un truc d'agressivité, mine de rien. Tu sais, ces grands débats Ouais. bon, je le fais parce que je me sens pas toujours en sécurité. Ça m'aide à avoir en confiance dans mon corps, de me dire que je peux renverser des gens costauds, plus lourds, plus forts et Tu peux te tout. défendre. Je peux me défendre, machin. Mais j'en parle dans le spectacle sur le fait que c'est une déviation au bout d'un moment et que ça maintient l'idée de violence en soi en permanence. C'est-à-dire quand il se passe un truc dans la rue, machin et tout, un de tes premiers réflexes, ça va être d'imaginer Je pourrais, quoi. oui, comment je pourrais. C'est Ouais. comme un grimpeur. Ouais. Quand grimpeur, il va se demander, il en fait depuis 18 ans, il voit un lampadaire, il dit bon bah comment je vais essayer de grimper ce truc. Moi, quand je vois un type agressif, c'est comment je vais lui grimper sur la gorge et bien Oui, c'est pas l'étrangler. la Voilà. même finalité, ouais. Effectivement. Ok, ouais, donc il y a ce côté-là qui est en train d'arriver un peu avec les sports de combat. T'en as fait plusieurs différents des sports de combat? Ouais, j'en ai fait pendant 27 ans. Et puis là, j'ai commencé le grappling depuis 9 ans, 10 ans, avant le stand-up. Donc ça m'a permis de faire des parallèles sur comment évoluer dans l'un, puis dans l'autre, comment se challenger dans l'un, puis dans l'autre, comment sortir de sa zone de confort, comment se mettre en danger, comme dans le stand-up. Parce que par Ok, exemple, ouais. quand tu développes ton jeu en lutte ou quand tu développes ton jeu en stand-up, au bout d'un moment, tu arrives à un pseudo-jeu qui te permet de remporter quelques victoires ou quelques succès, jusqu'à temps que tu rencontres des échecs et tout machin. Et pour évoluer, il faut que tu abandonnes parfois les choses que tu sais faire, que ce soit en lutte ou en stand-up, pour aller explorer d'autres choses. Sauf que dans la période de transition où tu explores d'autres choses, il faut que tu acceptes de passer pour un con dans les deux Ou disciplines. te retrouver au tapis, ou faire un bide. Ou faire un ouais, bide et tout machin. Ok. Et donc il faut supporter le regard des autres, que ce soit le regard des autres stand-uppers quand toi tu essayes de faire une retransformation humoristique, ou que tu supportes le regard des autres combattants quand tu essayes d'autres choses, les clés de cheville, alors que tu étais plutôt un passeur, bon, peu importe l'exemple, mais ça, abandonner le regard des autres pour savoir qu'à court, moyen terme, tu vas y trouver une victoire future. Et alors, est-ce que ça veut dire que si un jour, là, dans 6 mois, 6 ans, j'en sais rien, t'abandonnes les sports de combat, il va falloir que tu trouves quelque chose d'autre pour pouvoir faire des parallèles ou pour trouver ton équilibre? Moi, je pense qu'on basculera au yoga ou des trucs, des trucs qui viendront compenser les traumas d'enfance, je pense, des trucs plus intelligents. Le sexe tantrique, je sais pas, enfin, des choses plus douces et plus qui viendront. Non, mais pas forcément, genre, trouver là la discipline, mais tu penses que tu as besoin d'un truc qui prend aussi de la place dans ta vie à côté du stand-up pour apporter cet équilibre-là entre les deux, ce qui s'entend complètement. Ouais, c'est possible. Après, le stand-up en soi m'apporte beaucoup de bonheur et en fait, je me suis aperçu qu'avant de faire du stand-up, je pense que j'étais un peu, pas dépressif, le mot est fort, mais un peu sujet aux déprimes. Alors quand le soir, je faisais rien et tout,
ça me déprimait. Je pense que ça vient combler un besoin de sortir, de me confronter, d'être aimé, ou de provoquer des choses. Voilà. Donc Il se passe des trucs là. Et oui, j'ai de se passer des trucs. C'est clair. Bonne ou mauvaise. Ok. Et ben écoute, on va suivre ta carrière de prof de graphisme. Je doute que tu postes. 33 ans, il n'y a plus de carrière de prof de graphisme. Oui, c'est terminé. Passer la trentaine dans le sport. C'est l'arthrose, ta ceinture qui t'attend. Tu vas faire du judo santé, du judo loisir. T'avais fait un podcast aussi qui s'appelait Il me semble que. Il me semble que c'est fini. Il me semble que c'est bien fini. C'est bien fini. Il me semble que ça a été assez court. J'ai essayé de faire comme toi, devenir un podcasteur. Mais je crois que j'ai pas le tempérament. Je crois que Alors tu me disais à l'époque que t'avais du mal à être stimulé par les projets hors scène. Et c'était le cas de ce podcast qui expliquait aussi pourquoi il s'est arrêté au bout de quelques épisodes. Non, je peux te dire, je pense que je suis victime de ce qu'on appelle la rentabilité court terme. C'est-à-dire les réseaux sociaux, tu postes une vidéo, tu as tes petits likes, tu as tes petits partages. Bon, soit tu es déçu et tu es déprimé, soit tu es hyper content de tes résultats et tu deviens euphorique et tu fous rien de ta journée, mais tu as un résultat immédiat qui est pas bon pour le cerveau, d'ailleurs c'est une vraie merde. Mais le problème du podcast, c'est que ça devient quasiment un truc c'est pas un problème, mais ça devient un truc plus à long terme. Si tu commences à regarder tes scores de podcast, moi je le sais bien pour le coup, pour faire des podcasts tout neufs comme celui-ci où les vues forcément sont timides au début, c'est normal, et des podcasts plus vieux où ça commence à prendre après pas mal de temps. Ouais, faut être patient, c'est clair. Et la récompense à court terme, faut pas faire du podcast. Nous on est dans le capitalisme, on veut rentabilité immédiate. C'est bien le problème tout de suite là. Voilà. Mais tu te souviens de Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'ai compris tout ça. Tu te souviens de ce qui t'avait motivé à ce projet-là, à faire le podcast dans le stand-up américain, de ce que je connais, ce que j'ai compris, ça a été quelque chose qui a construit aussi le stand-up, parce que c'est un art de partager ses pensées, ses réflexions, d'essayer de rendre ça un peu drôle ou digestif, et c'est totalement lié à ce que tu fais sur scène, donc faut voir ça plutôt comme un entraînement. Mais je te dis, j'ai lâché, puis après peut-être ça dépend, s'il y avait d'autres gens. C'est un milieu où on est assez individuel, tout en ayant un peu des îlots de collectifs, parce que des fois tu discutes avec des personnes ou machin, où il y a des collaborations un peu cachées, mais pour l'instant je suis plus la victime d'un individualisme je veux faire tout seul, mes trucs, visible rapide, travailler, montrer mon travail. Sur les réseaux, le podcast pour l'instant je l'imagine pas dans ma vie, mais peut-être plus tard, quoi. T'en écoutes là des podcasts? J'écoute ton pote urbain de temps en temps. Non, j'en écoute. En même temps, il y en a 14 des podcasts urbains. J'écoute un des podcasts urbains. Voilà, mais finalement, toi, tes podcasts, tu les découpes et tu les mets sur les réseaux aussi. Donc, tu combines les deux stratégies. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. En 2025, il faut de la visibilité sur un maximum de médiums. Ok. Et alors, ça peut aussi dépendre d'une rencontre, j'imagine, que ce soit dans le milieu du stand-up ou un pote à toi ou une pote à toi, dans n'importe quel domaine. Si tu sens qu'il y a un feeling ou quoi, que vous êtes bons à deux à raconter des conneries, là, ça peut te chauffer, quoi. Ouais. Faut trouver ces gens avec qui t'as un feeling. C'est pas facile. Moi, j'ai un pote, il se reconnaîtra, je pense bien une quinzaine d'années depuis que je suis arrivé à Lyon. Il est tellement drôle, il est tellement bon en storytelling pour raconter des histoires, il est très fort et je le tanne depuis des années. Mais viens gros, on en fait un, il veut pas et ça me tanne. Donc si tu m'entends... Philippe, ouais. Fifi, pas du tout. Mais si tu... Donc écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Tu m'avais dit aussi, t'as vu là, je reprends tous les infos de notre épisode test sur lesquels j'avais pas pensé à rebondir, que t'avais un coach ou une coach, je sais pas, d'acting. Ouais, j'en sors là. Ouais, je viens de faire. Oui. C'est un coach ou une coach du coup? C'est une coach. Okay. J'essaye de prendre le point de vue féminin en compte dans mon travail. En vrai, premier degré. Je suis très content. En fait, je trouve que souvent dans le stand-up, ce qui peut manquer à des profils comme moi, ça va être d'aller chercher les émotions. C'est-à-dire qu'est-ce que les sujets évoquent chez moi. L'introspection, souvent, c'est lié à qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis déçu? C'est pas le même type d'énervement. Qu'est-ce que ça vient toucher dans mes tripes et tout. Et du coup, l'acting, ça permet d'aller libérer son corps, d'aller libérer ses émotions, puis d'aller comprendre plus profondément ce qu'on ressent. Donc, je pense que c'est un des trucs fondamentaux dans le stand-up, c'est de devenir aussi un homme ou une femme de scène, quoi.
d'incarner ce qu'on dit et d'être quasiment, enfin les grands stand-uppers que j'aime bien moi, Bill Burr, c'est toujours, tu les regardes, t'as l'impression que c'est du cinéma quoi. Là, Donc il y a de l'émotion. oui, donc oui, il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est ça que j'aimerais atteindre quoi, c'est d'être complet en idées, en écriture, en acting. Enfin voilà quoi, de voir tous les curseurs FIFA au maximum pour ceux qui jouent. Je vois, belle image. Et cette prof, du coup, tu l'as depuis combien de temps à peu près? Depuis 30 € x 3, depuis 1 an et demi, ouais, à peu près. Je vais demander à la FNAS. Des fois, on un ami. s'engueule. Là, tu vois, on sort, on s'engueule. Ah ouais C'est pas engueulé. Ouais. Je fais une petite dédicace, mais des fois, on n'est pas d'accord sur des points de vue. Ah, Et mais donc, vas-y, c'est intéressant, ça bascule plutôt sur. Ça bascule plus sur l'acting, ça bascule sur philosophiquement. Est-ce que ton angle, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, et ça vient nourrir le truc, etc. Ok. Donc voilà. Je sens que t'hésites à rentrer dans le détail ou pas là sur le sujet de l'engueulade. Non, Mais libre à toi. Le sujet, c'est prononcer le mot noir quand t'es blanc. Voilà, ok. Genre moi, mon sujet, c'est de dire, ok, j'ai des amis noirs et arabes. Ok, j'ai pas besoin de prouver. D'ailleurs, j'en ai marre du truc de quand tu dis, quand Ils sont obligés de justifier. Ouais. justement, c'est ça le problème. Si tu dis que c'est un ami noir, c'est louche. Et du coup, on trouve que c'est pas assez, t'es raciste. Mais du coup, les gens, ils ont plus besoin d'avoir des amis noirs pour prouver qu'ils sont pas racistes. Mais faut quand même en avoir. C'est quand même une preuve irréfutable que t'es pas raciste. Tu vois ce que je veux dire? Prétendre que t'en as un, c'est louche, mais ne pas en avoir, c'est louche aussi quelque part. Donc, mais c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire que des fois, tu sais, ça m'est déjà arrivé de perdre un pote noir dans un festival de rue, peu importe, et je dois essayer de le retrouver, mais je veux pas utiliser l'information qu'il est noir pour le retrouver, donc j'essaie de jouer à tabou, quoi. Tu vois, t'essaies d'utiliser plein de mots connectés pour que. Sauf que si le gars en face veut pas trouver que c'est un noir aussi parce qu'il veut pas passer pour un raciste, c'est un jeu qui dure 3 plombes. Oui. Et au moment où je dois lâcher le mot noir, j'explique que je suis stressé, ce qui est con parce que t'es pas censé être stressé, puis c'est juste un mot. Mais le problème, c'est que tu peux pas le dire. T'as pas une grosse marge d'erreur dans l'intonation. Tu peux vite basculer dans des univers très différents et c'est ça un peu le sujet. Et elle me disait que je pouvais pas être gêné du mot. Si je suis gêné, ça veut dire quelque part qu'il y a un racisme en moi. Et j'essayais de rétorquer que, bah non, mais attends, on nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot, que dans certains contextes, mais selon le contexte dans lequel on l'utilise, ça va pas être perçu de la même manière. Et en plus, il faut avoir l'air serein et confiant quand tu prononces le mot. Pardon, mais ça fait beaucoup de paramètres, c'est stressant, quoi. C'est comme quand tu dois faire un démarrage en côte et que tu maîtrises pas bien le véhicule. En même temps, ouais. Donc voilà, non, mais oui, ça traduit aussi la société un petit peu sensible en ce moment dans laquelle on vit, quoi. Suspicieuse. Ouais. Mais oui, je vois bien le débat, effectivement. Mais ça marcherait pareil exemple, mais voilà. avec les personnes rousses, ça marcherait dans, enfin la même config marcherait. Bon, à part Oh, les roues, tu peux y aller. C'est tranquille. C'est un mauvais exemple, les roues, parce que les roues, tu peux leur mettre tarif, quoi. J'ai l'impression que les roues, c'est un peu, comment dire, l'impasse, non, la zone de secours pour tous les gens qui ont encore des pensées misogynes, grossophobes, racistes. Ils peuvent plus faire d'accent, ils peuvent plus rien faire. Du coup, ils se reportent sur les roues. Et c'est parce qu'il n'y a pas encore de lobby suffisamment puissant, c'est ça? Ah oui, c'est dur. Du coup, toutes les blagues, quand tu sais qu'il fait une blague sur un roux, tu sais au fond de lui qu'il veut faire des blagues sur les Arabes et sur les femmes, mais qu'il peut pas le faire. Je m'en souviendrai. Mes prochains plateaux de stand-up, s'il y a des vannes sur les roues, je dis, oh toi, t'as des trucs à régler, mon pote. Je viens de parler de suspicion, puis je rajoute moi-même de la suspicion. Il est habile. Et à part ces occasionnelles engueulades, ça se passe comment dans une séance habituelle? Déjà, ça dure combien de temps? 1 heure, mais c'est nourrissant. Moi, ça me permet de. Sinon, tu lâcherais pas 30 balles Oui. depuis 1 an et demi. J'espère qu'elle va pas monter ses prix. Non, mais genre, t'arrives. Il y a des petits premiers exos de base que vous faites à chaque fois. Ça se Alors passe plus maintenant on y va à la dure. Avant, oui, on faisait les échauffements courts, lâche les poignets, je vois. fait des sauts chevilles, on enlève la honte. Maintenant, bon, ben voilà, j'ai moins peur de son regard et tout. Alors ça veut dire quoi dans le dur directement, du coup, ça se traduit T'attaques un set, quoi. T'attaques un set de stand-up devant elle toute seule. Okay. Et puis là, avec son regard, elle essaye de voir s'il n'y a pas de la place pour jouer plus juste certaines choses, ou jouer mieux, ou rajouter des émotions, ou tout challenger finalement. Voilà. Ok, c'est trop bien ça. Ouais. C'est trop bien. C'est utile. C'est une coach qui, alors tu rentres dans le niveau de détail que tu as envie, mais elle a l'habitude de bosser avec des gens qui font de la scène, ou alors c'est des gens, avec des chefs d'entreprise ou des machins, des gens qui ont des prises de parole publiques. Non, je pense qu'elle bosse avec des gens qui font de la scène, pas forcément
du stand-up, mais du théâtre. Mais il y a pas mal de points communs entre le théâtre et le stand-up. Souvent, moi, par exemple, un biais que j'ai, c'est que quand je vais faire une blague, je vais avoir un petit sourire ironique, continu, pour essayer de dire, hey, je rigole, je suis en train de faire des blagues. Et des fois, elle me pousse à faire l'inverse, c'est d'être premier degré, pour que les gens rient en fait de mon premier degré et qu'ils rient aussi de moi et du ridicule de la situation, enlever le petit masque ironique et narquois et machin. Ah, c'est ténu tout ça. Ouais. Ah, mais ça doit être challengeant, passionnant, fatigant, mais en même temps gratifiant. Enfin, il doit y avoir plein de trucs en même temps qui doivent se mélanger. Il y a des semaines, tu dois être refait. Il y a des semaines, tu dois avoir envie de tout arrêter. Mais... J'ai jamais envie d'arrêter. Ah, c'est bien. Ok, bah je répète, du coup, on va suivre tes prochaines dates un petit peu partout cet automne, cet hiver, à Lyon et dans la région pour l'instant. Oui, d'ailleurs, tu m'avais fait marrer avec ton post en disant tournée. Je sais plus comment tu avais tourné ça, mais tournée mondiale. Oui, tournée auvergnate. Donc, on suit ça sur l'Instagram de Jarnal. Et donc, ce podcast, Lyonnais Marrant. D'ailleurs, je dois le dire en toute transparence, Lyonnais Marrant, c'est toi qui as eu l'idée. C'est vrai. Je sais pas si tu te souviens. Non, même ça, j'avais oublié. Voilà. C'est encore plus gênant parce que non seulement j'ai eu l'idée, donc je m'inclus dans les Lyonnais. Enfin, c'est terrible ce que tu me dis. Oublie pas d'inviter tous les autres humoristes, sinon ils vont faire les gueules. Non, quand on s'est vu la première fois en avril, j'étais en train de chercher un titre et tout. On sait comme c'est chiant de trouver des bons titres. Et tu me dis, peut-être Lyonnais Marrant et tout, ça peut passer. Et ça a infusé un peu cet été en moi. Je me suis dit, ouais, ça passe bien et tout. Donc, merci, même si tu t'en souviens pas. Ouais. Merci quand même pour ça déjà. Et on avait donc parlé de Lyon aussi, ton rapport à Lyon. Eh ouais, toi qui es arrivé dans cette ville depuis pas si longtemps que ça finalement. Sujet sensible les villes, le rapport aux villes. Quand tu es dans une ville, t'es chauvin, attention. Tu dois toujours faire semblant d'être émerveillé dans la ville dans laquelle tu es pour pas vexer les gens qui sont dans la ville. Justement. Parce que je rappelle au passage que c'est un podcast Lyonnais Marrant qui s'articule autour de 3 thèmes tout simples. C'est le parcours de l'invité, l'humour de l'invité et puis son rapport à Lyon. Parce qu'on parle quand même de Lyon dans Lyonnais Marrant, il y a une logique. Ça fait presque 2 ans, ça va faire presque 2 ans. On va dire, ouais. Et je me souviens que... Tu veux que je le dise pour qu'on gagne du temps? Non, un truc tout con, un truc un peu trivial. Ce qui t'avait saoulé à Lyon, c'est que t'avais pas trouvé d'endroit pour te baigner. le mec. Voilà, ça me dérangerait moins en hiver, mais. Oui, c'est sûr. On enlève les piscines, mais voilà, l'été est passé. Est-ce que t'as trouvé des bons spots dans la région? Je vais être sincère. Ton rapport à une ville, ça dépend des points de comparaison. Tu vois, là, quand je suis allé à Grenoble, j'étais bien content de rentrer à Lyon. C'était cool, quoi. J'ai bien aimé Lyon par rapport à Grenoble. Mais quand je me barre ensuite au Québec ou en Suisse dans les beaux paysages, tu reviens à Lyon et tu te dis. Comme la France, quoi. Tu trouves quand même que c'est une ville un peu plus agressive, bordélique que les autres qui se fait ailleurs, parce que tu vois tout de suite là, le contraste positif-négatif. Mais en soi, la ville, si tu veux, ça a une ville qui a du potentiel, quoi. Si t'enlèves les chauffeurs de bus qui roulent à 400 km/h dans les descentes, avec les gens qui tournent autour des poteaux, on dirait qu'ils se prostituent ou qui font du pole dance là, parce qu'il va tellement vite. Si t'enlèves les problèmes d'organisation, si t'enlèves des fois il faut être exigeant avec sa ville, mais si tu enlèves la saleté, si tu mets plus de végétation, si tu dépollues les 2 putains de fleuves et que tu peux te baigner comme les putains de Suisses, tu rentres de ton boulot avec ta bouée et hop, tu savoures, c'est une ville qui serait extraordinaire. Mais en soi, je suis content dans la ville, moi j'ai rien à dire. Ça, il y a moins de pression qu'à Paris, démographiquement. C'est une ville à taille humaine, tu peux tout faire à pied. Allez, c'est bon. J'ai un vrai truc par contre. Il faut arrêter de dire que j'ai jamais entendu des gens me parler très positivement de Lyon. Quand j'en entends, ils me disent souvent Lyon c'est bien parce qu'on est proche de tout. Et j'ai l'impression que ce qui rend la ville stylée, c'est que tu peux t'échapper vers les montagnes, vers la mer, vers les autres trucs. Tu réfléchis un peu à cette phrase, c'est que on peut se barrer vite, c'est bien. T'es au milieu de tout ce qui peut se passer. Mais... Et si tu m'avais dit quand même que tu avais un petit côté agoraphobe et que du coup t'aimais bien les montées à Lyon parce que techniquement il y a moins de monde en haut d'une tour. Oui, c'est vrai ça. Même il y a des festivals à Lyon des fois, les gens avec les trucs rouges, les trucs de taureau machine et tout, je sais pas ce qu'ils foutent là parce qu'il n'y a pas de taureau à Lyon, mais ils ont
Bon, les gens de Lyon sauront, mais des fois, il y a des gros événements. T'as l'impression qu'il y a 500 000, 700 000 personnes. Bah, ne serait-ce que les lumières pour commencer. Oui, voilà. Bon, ça, alors, les lumières, tu me vois pas. Moi, je reste terré Ouais, dans, je veux voir personne pendant les lumières. Et ce qui est fascinant, c'est Tu mets que... pas de petites bougies? Non. Voilà. J'éteins les lumières, je ferme les volets et je prie pour que ça se termine rapidement. Il y a personne. Non, c'est fascinant que quand il y a beaucoup de monde dans une ville et que c'est serré de partout, dès que tu prends une petite montée, une montée de 15%, il n'y a plus aucun connard. Tu montes tranquille, t'es débarrassé de tout le monde, les bourrés, les emmerdeurs, tout. Et voilà, donc ça c'est cool. Et pour retomber sur un truc qui est ton domaine, le stand-up, comment t'as vécu, alors, à titre perso et avec un point de vue global sur ce qui se passe à Lyon au niveau scène, tout ça, la rentrée 2025, t'as l'impression que c'est le potentiel qui se développe doucement, tu la sens bien cette rentrée, il y a des signes encourageants, Ouais, bah déjà moi je peux pas vraiment me plaindre parce qu'à Lyon je joue beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui jouent pas beaucoup, qui aimeraient jouer plus, donc il faut toujours être conscient. Je suis conscient de mon privilège. Mais tu peux le dire. j'ai un privilège. Le mec qui coche tous les trucs. Donc j'ai un privilège comme ça. Après aussi, je voulais être un peu gourmand. Je dirais que non, ça manque encore de structuration, qu'il y a encore de la place pour plus de trucs, qu'on est loin d'avoir touché tout le monde, qu'il y a encore plus de place pour faire du stand-up. Et voilà. Et que ouais, non, là c'est une petite. Bah, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont développés, mais un peu une petite stagnation cette année. Ok. Il faut rebondir, quoi. Faut que ça frémisse un peu. Ah, ça refrémisse, oui. T'as des petites, t'as des petites, comment dire, des petits signaux encourageants. Typiquement, un autre endroit où je t'ai vu, c'était le Monkeys Comedy Festival. C'était à La Rayonne, à Villeurbanne. Et... Dédicace à Sofiane. Oui, c'est lui qui gérait le truc. Oui, c'était un événement sympa. Ouais. Oui. Pour le coup, ouais, c'était vraiment une mise en lumière du stand-up à Lyon. Je sais plus si c'était full, mais en tout cas, c'était quand même bien rempli. C'était complet. Bah voilà, trop bien, faut le dire. Faut le dire, il y avait 5-6, un plateau de 5-6 lyonnaises et tout, et c'était vraiment un succès. Bon, à part le problème de voisinage, je crois, avec les gens de La Rayonne, qui n'est pas encore tout à fait réglé. T'as plus d'infos que moi, mais ok. J'en ai pas beaucoup plus que ça, mais je sais qu'il y a des galères. Mais bon, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Mais ouais, des initiatives, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, des initiatives comme ça, c'est quand même des signaux encourageants. En tout cas, moi, j'avais passé une pure soirée là-bas, c'était cool, ce Monkeys Comedy Festival, et j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Oui. Il n'y en aurait pas. Et oui, il y a aussi alors le stand-up, il y a plein de plateaux à Lyon qui existaient avant, c'est pas nouveau. Mais il y avait aussi une culture café-théâtre et tout, qui est encore là et tout. Donc je pense que ça a dû expliquer pourquoi la transition vers le stand-up a été un peu plus molle ou lente par rapport à d'autres villes qui ont. On peut regarder derrière nous. Oui, lesquels oui, bah, ils sont là. Oui, voilà. On connaît un sur trois, mais oui, voilà. Oui, sans doute. Et tu vois, j'entendais dans un autre podcast, pour le coup, où il y avait des stand-uppers qui parlaient de la ville de Nantes. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jouer là-bas. Et c'est fou. Alors moi, je connais un peu Nantes, alors que la machine à café est en marche. Je sais pas si on entend ou pas, mais c'est pas très grave. On est à l'espace Gerson, ça vit, c'est normal, c'est l'après-midi, il y a du monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Nantes, je connais un peu la ville, j'ai un peu de famille là-bas, mais j'ai jamais vu de stand-up à Nantes. Et j'entendais dire que c'est une ville qui a été, entre guillemets, éduqué depuis longtemps au stand-up et que du coup le public est vachement plus chaud, réactif. T'as tremblé sur le mot éduqué ou pas? C'est toujours un mot quand tu dis qu'on éduque un public. C'était les mots du stand-upper qu'on parlait. C'est pas moi. Parce qu'on fait avec les animaux, c'est terrible. Apprivoisé. Tu l'as ressenti aussi, ouais? Oui, Nantes. Ouais. Nantes, c'est aussi parce que ça s'est construit. Il y a une culture alternative et puis aussi une culture du stand-up américain. Il y en a à Lyon des gens qui ont une culture de stand-up américain, mais des fois ça joue à un facteur. Il en suffit de 4 ou 5 personnes de plus qui connaissent ça, et puis qu'ils aient des rôles importants dans des lieux, et donc qu'ils propagent une culture et qu'ils encouragent quelque chose, et puis ça te donne un bassin comme Nantes où c'est dynamique, et puis c'est inspiré plus du stand-up américain de ce que j'ai vu. Après, je pense que j'ai pas assez étudié le truc. Tandis qu'à Lyon, peut-être que la culture des Guignols, je pense, je dis pas de conneries, c'est bon. ou de tout ça, qui a été très importante en France, a peut-être retardé un peu, peut-être ça, etc. C'est une interprétation sociologique, voilà. Il y a une cohérence à cette théorie. Je ne sais pas à quel point elle est. Salopard de Guignols. Alors on n'ira pas jusqu'à dire que les Guignols ont fait du mal à Lyon quand même. Après, je me plains toujours, mais il faut quand même remercier les gens de se déplacer beaucoup pour une discipline qui me rend heureux.
quand même des gens, je pense, leur passion, par exemple, c'est peut-être le bilboquet. Je suis pas sûr qu'il joue devant beaucoup de gens. En fait, il faut toujours ramener le truc à la passion est à la mode. Et Pour pas complet un mercredi. Voilà, peut-être pas un mercredi. Compliqué. Donc, c'est cool, ça. Ah, mais oui, bah, t'as raison, c'est toujours bien d'être conscient de ce qui nous fait vivre, et puis surtout si la finalité c'est de se marrer. En parlant de se marrer, il y a un truc qui t'a fait marrer, toi, dernièrement, sur scène, ou alors dans n'importe quel autre média, je sais pas, qu'est-ce qui t'a. Oh shit, tu me prends de court. Ah, ça peut être film, série, podcast, un stand-upper, une stand-upeuse, un spectacle. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de retard, mais je me suis tapé Mrs. Doubtfire. Avec Robbie Williams. Et oh putain, oui, c'est monstrueux. Je l'avais pas vu enfant et tout. Puis j'ai même pleuré. Voilà, j'ai pleuré. Voilà, je le dis. Ah bah oui, c'est émouvant à la fin quand même. Oui, non, c'est très drôle, très touchant. Puis même il y a des gags, on va dire, qui pourraient être des gags de clown par moment, mais lui, il arrive avec son talent à le faire sans que c'est l'air trop poète ou trop lourdingue. La scène où il change de personnage et tout dans le restaurant. Au resto, c'est bien quoi. Donc ça m'a. Je vais me taper Robbie Williams. Je vais essayer de voir un peu comment je peux me nourrir de son travail. Ça va être. Je fonctionne par cycle quoi. Là j'aimerais m'intéresser à son boulot quoi pour ajouter. Il a beaucoup d'humanisme, beaucoup de légèreté, beaucoup de tendresse et c'est des choses qui sont importantes à insuffler dans l'art que je veux faire. Qui disait d'ailleurs, je crois qu'il avait une phrase qui m'a. Alors ça va faire un peu pompeux, machin, mais c'est lui qui disait ça et j'avoue que cette phrase, je la trouve inspirante. Toutes les personnes que vous rencontrez au cours de votre vie et que vous allez rencontrer sont en train de traverser un combat dont vous ignorez tout. Conclusion, soyez gentils. Et c'est tout con, tu vois. Mais je savais parce que lui, il était dans tous les groupes, Alcoolique Anonyme. Ah, lui, il avait des trucs à régler. Il avait des trucs à régler. Anonyme, donc il connaissait tous les gens. Il connaissait tous les gens. Connaissait tous les types de souffrants, tous les combats. Non mais voilà, je l'ai trouvé et ça c'est assez représentatif du gars évidemment. En plus on sait comment malheureusement ça s'est terminé pour lui, mais c'est quelqu'un qui a un talent immense et bonne idée de. Voilà. Et sinon j'ai lu donc Quichotte aussi, j'ai traîné à le lire. C'est drôle, c'est vachement marrant. Faut pas oublier quand même que la littérature, il y a eu plein de gens hyper marrants dans la littérature qui ont influencé de manière directe ou indirecte tous les autres arts depuis longtemps. C'est quoi, 15e, 16e siècle je crois, un truc comme ça. Oui, ça remonte. Ok, je crois. Moi, j'ai dû le lire au collège. J'ai lu la version synthétisée. Attention, je ne suis pas le mec prétentieux. Je reprends la lecture, mais moderato quoi. Mollo. Et ok, bah écoute, on note tout ça. Tu vois, tu m'as donné envie de revoir Mrs. Doubtfire, donc je pense que je vais me le mater. Est-ce que t'as, pour terminer cet épisode, Jarnal, une recommandation lyonnaise de spectacle? De n'importe quoi. Ça peut être un quartier, une expo, une boutique, un média. Un parc, n'importe quoi. C'est là qu'on va voir si j'aime vraiment Lyon, tu sais vraiment. La tête d'or. Oh shit. Une recommandation. Ah, j'aurais peut-être dû te prévenir. Je crois me souvenir qu'au premier épisode, tu m'avais cité Monkeys Media. Tu m'avais dit, va voir, c'est cool ce qu'ils publient et tout, j'aime bien l'esprit. Donc t'es empathique, t'es sympa, tu essayes de me sortir de la galère. T'es une belle personne. Non, mais en vrai non, je dirais pas, j'ai pas un truc comme ça imposé. Tu sais, je suis beaucoup en voyage, beaucoup en train de jouer, beaucoup de rentrer. Je pense que je prends pas assez le temps de. Ce que je rêverais de faire prochainement à Lyon, c'est des visites guidées. Voilà. Donc s'il y a un guide. Un vieux papy ou une vieille mamie bien renseignée qui serait d'accord de me faire le tour de la ville et de me raconter des histoires, ça me plairait. J'aimerais bien. Et tu sais quoi, je vais peut-être te mettre en contact avec l'invité d'il y a 15 jours, Vlad Colovray, qui fait à l'époque l'historien de Lyon. Vous allez voir. Il fait des callbacks pour que les gens aient réécouté le podcast d'avant. Je vous encourage à aller voir le 3e épisode sorti début novembre. Ok. Et voilà, quelqu'un de curieux du coup. J'en ai envie de comprendre l'histoire de la ville où il vit. Merci, Jarnal. Merci à toi. Merci, Axel. C'était trop cool. J'ai bien kiffé cet épisode avec toi. Allez voir, évidemment, Jarnal sur scène, au Complexe et ailleurs. Tout ça, c'est centralisé sur le compte Instagram. Voilà. D'accord. Il y a sûrement plein de dates qui vont sortir pour 2026. Donc voilà, on verra. Je vous attends. Trop bien, n'hésitez pas. Moi aussi, je vais retourner te voir dans pas longtemps. Et voilà qui conclut ce 4e épisode déjà de Lyonnais Marrant. Merci à tous. N'oubliez pas les étoiles, les commentaires, tout ça, les abonnements, les likes, etc. Merci encore à l'espace Gerson pour l'accueil, pour ces épisodes. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram, le compte Lyonnais Marrant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le mercredi 3 décembre, pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao.